Installez-vous confortablement et pour un voyage plus immersif, je vous conseille un casque ou des écouteurs. Tout nimbé d'une lumière qui crevait la pénombre, Jesse regardait Rose en souriant. Son sauveur, celui qui l'embarquait loin de son existence sordide. Le beau Jesse, invincible et protecteur. Sa silhouette vacillait comme une flamme. Rose remarqua de minuscules éclaboussures rouges sur le menton de Jesse. Une bruine d'un carmin scintillant qui maculait aussi son cou et une partie de son torse. En baissant les yeux, elle se réjouit à la vue de la mare de sang au pied de son héros. Dans sa main droite, il tenait un marteau, lui aussi dégoulinant d'un rouge visqueux. Et dans la flaque qui s'étirait, gisaient des corps disloqués, démembrés et impossibles à dénombrer, tant les morceaux de chair s'étaient mélangés. Rose ne put retenir un « Je t'aime, Jesse » avant que la voix tonitruante de son père ne l'extirpe de son rêve si doux. « Va-toi te descendre avant que je vienne te chercher !» Elle cligna des yeux, soupira à l'idée que ce n'était qu'un rêve. Mais une nuit, il viendra, Jesse le magnifique. Il viendra la libérer, et tout changera. Et ils verront tous. Oui, ils verront. Putain, qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi de descendre, ça suffit plus! Vous aimez que justice soit faite, vous aimez voir les bourreaux devenir des victimes, et vous n'avez pas peur du sang? Alors cette histoire est faite pour vous. Salut les amis de la terreur. Pour une fois, je vous propose un récit horrifique écrit par un autre auteur, David Vinagre, David avec un E, que j'ai rencontré sur Facebook et on a décidé de faire une petite collaboration ensemble. David Vinagre est un grand nostalgique de l'époque des vidéoclubs, des cassettes VHS. Vous vous souvenez peut-être de ces films rangés dans un coin au rayon série B? Des jaquettes effrayantes, sanglantes, aux couleurs criardes ou au contraire très sombres. Des bandes magnétiques qui promettaient des soirées macabres à souhait. Une petite frayeur au coin du magnétoscope. C'est dans cet univers des années 80 que nous plonge Night Call, l'histoire que je vous propose aujourd'hui. Un mélange de road trip, de female revenge, le tout dans un style très fluide et visuel. Alors attendez-vous quand même à être choqués, mais les amateurs et amatrices de gore devraient apprécier. Donc à ne pas mettre entre toutes les oreilles, c'est une histoire quand même qui est réservée à un public averti. Alors l'histoire Night Call est tirée de ce recueil de nouvelles écrit par David Vinagre, 5 nouvelles que j'ai trouvées vachement sympas, dans le même trip que Night Call, avec un petit peu une nostalgie des années 80, et puis un concept assez original que je vous conseille de découvrir donc sur la librairie Amazon. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Et puis aux côtés de Grindhouse, du coup, eh bien maintenant il est disponible mon nouveau roman, mon premier roman, Macabre Concerto, fantastique horreur, voilà, que vous trouvez aussi dans la librairie Amazon. Je vous mets le lien en commentaire également. Alors je remercie David Vinagre de m'avoir permis de retranscrire en version audio cette passionnante histoire. Alors en complément de son histoire, David Vinagre m'a aussi permis d'écrire une petite scénette complémentaire que vous avez entendue juste avant. Et bien maintenant, en exclusivité sur la chaîne Sturpy Horror Stories, je vous laisse en compagnie de Night Call, David Vinagre, et je vous souhaite un bon voyage. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Quand les brimades poussent leurs victimes à la folie, la vindicte confine à l'horreur. Dans une course frénétique à tombeau ouvert, notre brave lycéenne va accomplir sa vengeance avec beaucoup d'imagination. Mais elle ne dispose que de la nuit pour vivre son carnage cathartique. Car celui qui lui tient la main se diluera dans la rosée et le sang du petit matin. Il a répondu à son appel nocturne. Night Call. La décision de construire et d'utiliser un réacteur de type RBMK était un choix éminemment politique pour l'Union soviétique, dont l'Ukraine faisait partie, en pleine guerre froide.
Sur le plan politique et énergétique, l'URSS cherchait à affirmer sa puissance technologique et à répondre à un besoin croissant en électricité dans les années 1960, notamment pour... Mademoiselle Lively, pourrais-je savoir ce qui vous donne envie de glousser de la sorte ? S'interrompit Madame Dunning, professeure de géopolitique à l'université Bishop Fenwick de Salem, Massachusetts. Absolument rien, votre honneur. Répondit Tiffany avec arrogance, ajoutant à cela une insolence à peine dissimulée. Son large sourire était à lui seul l'illustration métaphorique de son incommensurable suffisance et de son inaltérable besoin de se confronter à quiconque oserait lui faire une remarque. Bimbo et cervelé, mais populaire et adulé, peu de gens lui tenaient tête, et Madame Dunning faisait partie de ces quelques irréductibles à ne pas hésiter à entrer en guerre avec la grande blonde pulpeuse et aguicheuse. Eh bien, mademoiselle absolument rien, vous serez ravie d'apprendre que le sujet de la guerre froide sera au programme du partiel qui vous attend le mois prochain. Et comme le sujet a l'air de vous passionner, vous me rédigerez pour vendredi une réflexion sur l'issue du conflit si l'événement paroxystique de la crise des missiles de Cuba n'avait pas eu lieu. 200 lignes, minimum. Telle est la sentence prononcée par la Cour à votre encontre. Mais madame... Silence maintenant. Nous vous avons suffisamment entendu. Pour les autres... Madame Dunning fut brutalement coupée par la sonnerie de l'intercour et renonça à ajouter quoi que ce soit d'autre, si ce n'est un regard noir à la jeune fille venant de se faire remarquer. Tiffany, qui lâcha un discret « Sale pute de suceuse de bite de Shintok !» à l'encontre de sa professeure, en regardant sa voisine Pam. Elle attrapa son sac, se leva et s'adressa à Rose, 2 rangs devant elle. Hé, Binoclarde! J'espère que t'as bien noté ce que cette vieille folle m'a refilé comme devoir, parce que c'est toi qui vas me le faire. Et t'as plutôt intérêt à me sortir de la merde si tu veux pas que je t'y mette. Compris? La ratée. Rose leva à peine les yeux de son manuel de géopolitique et laissa couler entre ses lèvres un léger Oui, Tiffany, tu peux compter sur moi. qui sembla contenter la plantureuse agitatrice. Sûre d'elle, elle s'avança en adressant à Madame Dunning un clin d'œil auquel s'ajouta un large. Et à vendredi pour les cigares de Cuba? Tiffany quitta ainsi la salle de classe, gloussant au bras de Pam. 2 dindes sans cerveau et sans avenir, pensa la quinquagénaire, largement désabusée par cette génération de morveux libidineux et accros aux boissons énergisantes. Rose faisait exception, ce qui n'avait de cesse de l'obliger à se confronter à la dure réalité de la méchanceté post-puberté. Là où l'enjeu stratégique de ses congénères se résumait à boire, baiser et faire parler de soi, Rose n'avait pour seul objectif que d'être discrète, invisible et inexistante aux yeux des autres. Une misanthropie forcée, un décalage provoqué, et une adolescence marquée par les brimades et l'éternité d'un bizutage qui tardait à prendre fin. Là où fleurissaient crop tops, jupes et Ray-Ban, Rose portait de grosses lunettes de vue à monture plastique beige, sans lesquelles elle ne voyait que difficilement de près. Un gilet en laine rose, une robe grise courant à mi-mollet, des boutons d'un doré passé et effrité, le tout donnant sur des chaussettes blanches et des souliers marrons. Des cheveux cassants et fourchus regroupés en une queue de cheval approximative, une poitrine peinant à se montrer, et un nez qui aurait dû stopper son élan quelques millimètres plus tôt. Dès que l'occasion se présentait, Rose s'isolait sur le campus pour lire, loin de tout risque de croiser un de ses nombreux harceleurs. Elle aimait les histoires d'Edgar Allan Poe, les nouvelles de Lovecraft, mais avait un attrait particulier pour les romans photos. Le parcours de cette discipline au cours des décennies, les tentatives d'en faire un vrai média de divertissement, le concept plaisait à Rose. Et un roman photo en particulier, celui qu'elle dévorait en boucle depuis plusieurs années. L'histoire d'un jeune homme, Jesse, dont les aventures consistaient à venir en aide, tel le chevalier servant, aux habitants d'une communauté de la Nouvelle-Angleterre. Sa particularité, intervenir la nuit. La journée, le héros était invisible de tous les habitants. Mais la nuit n'offrait-elle pas le linceul idéal pour les malfrats et les voleurs? Évidemment, le héros était épris d'une jeune fille, un couple bercé d'illusions dans la réalité d'un amour impossible. Jessie condamnée à la nuit et tiraillée entre son amour pour elle et sa mission envers la veuve et l'orphelin. Les quelques numéros publiés racontaient donc les actions héroïques de Jessie et son combat pour faire vivre son amour. Rose connaissait les histoires par cœur.
Elle aurait presque pu parcourir les photos sans les textes et en saisir toutes les subtilités. Elle aimait la naïveté des scénarios. Elle aimait l'altruisme qu'ils véhiculaient. Elle aimait les fins heureuses. Et par-dessus tout, elle aimait Jessie, profondément. Et elle ressentait dans cet amour impossible la souffrance des deux amoureux. Chaque lecture, pourtant en terrain connu, laissait naître chez la jeune fille l'espoir d'une fin différente. Les amoureux réunis. Et la jeune fille rêvassait, mordant sa lèvre inférieure, espérant. Mais regardez qui se cache pour mater des bouquins cochons. Lança une voix que Rose ne connaissait que trop. Et qu'est-ce que tu lis, la binoclarde? Rien, Tiffany, rien. Répondit Rose, tout en rangeant à la hâte son exemplaire de Le cœur de la nuit dans son sac. Mais si, la tarée, montre-nous ce que t'as là. Tiffany, exubérante et déterminée, bouscula Rose, l'envoyant au sol, pour lui piquer son sac. Elle en sortit le numéro 4, Jessie en plein doute, et commença à tourner rapidement les pages tout en simulant des hurlements d'orgasme. Oh oui, Jessie, Jessie! Prends-moi comme une chienne et tire-moi la queue de cheval. Que je te tire ta queue de cheval en retour. Ah oui. Non, Tiffany, s'il te plaît. Lança Rose, allongée sur son flanc, la main droite râpée et rosée par le sang pointant au travers des égratignures. Ta gueule, clocharde. Tiens, ce que j'en fais de ton torchon dégénéré. S'il te plaît, non. La blonde roula le magazine et le jeta par-dessus la clôture d'enceinte qui séparait le campus des marais bordant la Denver's River. Le roman tomba à plat sur le sol humide et boueux. Et n'oublie pas Ajouta Tiffany avec un air faussement amical tout en s'accroupissant. que tu travailles pour moi cette semaine. Et il y a intérêt que la vieille Dunning soit satisfaite de mon devoir sur ce truc dont elle a parlé. Tu saisis? Tiffany faisait tourner la queue de cheval de Rose autour de son index. Parce que dans le cas contraire, ce que tu viens de vivre ne sera que le début d'un très long cauchemar pour toi. Compris, chérie? Rose, les yeux humides et le regard bas, finit par répondre par la positive à Tiffany. La vipère se releva et rejoignit son groupe d'amis, à qui elle siffla pleine de mépris et de dégoût. Burke, tu parles d'une chérie, un laideron. Allez, on se casse. Rose restait là, sur le sol granuleux et surchauffé, déchirée entre la douleur physique, la souffrance psychologique et l'espoir de voir arriver son beau brin en perfecto pour l'aider à se relever. Il déposerait un tendre baiser sur sa joue, l'inviterait à l'attendre, rattraperait Tiffany et, devant sa caste, lui assènerait une gifle monumentale. Rien de tout cela n'arriva, et Rose finit par se relever, retira les graviers qui collaient à la paume meurtrie de sa main, récupéra son sac et se mit en chemin, tel un robot, pour contourner la clôture et récupérer son précieux magazine. Ses souliers glissaient sur le sol boueux, et l'humidité avait déjà gagné les pages du roman, qui gondolait à vue d'œil. Le cœur serré, pleurant à chaudes larmes, la jeune fille récupéra son précieux et quitta le marais avant de se résoudre à prendre le chemin de sa maison, située à quelques centaines de mètres, sur Driscoll Street, la rue du Peabody Diner. Ce trajet n'était jamais un moment que Rose abordait de gaieté de cœur. Le retour au domicile familial n'était pas le symbole d'une fin de journée bien méritée, mais plutôt celui du début de la seconde journée de la jeune fille. Pas de frère ou de sœur pour s'échanger les potins de la journée ou, au contraire, se déchirer à celui qui aurait la meilleure anecdote à raconter. Pas de mère en tablier qui cuisinerait des pancakes au coulis de chocolat, ni même de mère entrepreneuse qui rentrerait tard avec une barquette de sushis de chez Hiro Sakura pour se faire pardonner de son retard. Pas de golden retriever poilu et affectueux, et pas de chat espiègle. En guise de refuge, de sanctuaire, une vieille maison en bois à la façade défraîchie. Le bardage blanc qui recouvrait les murs tirait vers un jaune délavé, la teinte que l'on trouvait la plus à droite dans ces brochures de dentistes qui dressaient un panel des couleurs des dents en fonction de la fréquence de brossage. Peut-être le 421 Driscoll Street avait-il déjà arboré le blanc de gauche, mais ça aurait été il y a bien longtemps. Les volets turquoises voyaient leur peinture se craqueler et tomber par gros lambeaux. Le vernis de la porte d'entrée n'était pas en reste, et le jardin, si tant est que l'on puisse le qualifier ainsi, n'accueillait que chardons, orties et trèfles en quantité astronomique, dans un tapis végétal désordonné et invasif. Une clôture cassée, une Honda Civic en panne, et une boîte à lettres à la porte ballante. Et le maître des lieux. C'est la Stiercy que tu rentres? Qu'est-ce que tu foutais, bordel de merde? Rose avait pourtant pris soin d'entrer le plus discrètement possible. Mais le grincement de la porte au gond grippé
alerta immédiatement l'homme de la maison, Stuart, l'homme répondant au titre de père de famille, sans vraiment qu'il comprenne les enjeux du père, pas plus que ceux de la famille. Un homme grand, au ventre proéminent et à la calvitie bien avancée. Rose se disait régulièrement qu'il devait avoir presque le même âge que Madame Dunning, tout en soulignant le fait que sa prof était bien mieux conservée. De là à considérer les 2 paquets de cigarettes Red Up quotidiens et la demi-douzaine de canettes Pillsbeer comme des facteurs aggravants, il n'y avait qu'un pas que Rose ne faisait qu'en songe, sans jamais imaginer aborder le sujet avec son père. T'étais où, bordel de merde? Toujours à traîner dans les rues, hein? À guicher les connards de ton école, hein? Non, papa. Répondit Rose en essayant de minimiser l'impact de ses mots sur l'humeur de Stu. Elle regarda à côté du fauteuil dans lequel était échoué son géniteur, et y dénombra 7 cadavres de bière. La jeune fille sentit un froid remonter sa colonne vertébrale. Une journée à 7 canettes, et des cris dès son arrivée, c'était le signe très éloquent d'une soirée longue et particulièrement désagréable. J'ai un examen demain. Je dois monter réviser, papa. Je viendrai préparer le souper d'ici peu, papa. Ne t'inquiète pas. Et la jeune fille disparut dans l'escalier, laissant au passage sur le tapis de l'entrée ses souliers boueux et ses chaussettes, ses pieds caressant le parquet froid, râpeux et échardeux. Elle laissa également derrière elle, au rez-de-chaussée, un grondement, une litanie dont elle connaissait les moindres détails. Ouais, c'est ça, le souper. Un ramassis de merde, un bouffable, tu veux dire. J'ai servi pour la nation, ingrate. Les rations qu'on se tapait dans les lisières bourrées de coups défoncés à l'opium étaient 1000 fois plus bouffables que la merde que tu me sers. Je suis ton père, espèce de sale traîné. Juste bonne à aller tapiner ces connards de joueurs de baseball. Stuart ne se rendait même pas compte qu'il ne gênait que pour lui-même. Rose était enfermée dans sa chambre et elle avait développé la capacité de se détacher des complaintes vulgaires et imbibées d'alcool de son père. Il y avait eu une mère dans ce foyer, emportée par la maladie. Une maladie si foudroyante qu'entre le diagnostic et son décès, seuls 10 jours passèrent. 10 jours qui furent le prologue d'une descente aux enfers pour Rose et Stu. L'homme, incapable de se remettre de la mort d'Hélène, commença à boire. De peu à beaucoup trop. Hélène avait souscrit une assurance vie très tôt. Elle était la caution raisonnable du foyer. Mais quand le cabinet d'assurance débloqua les fonds, Stu ajouta à sa déchéance une soif inaltérable pour le jeu. Des week-ends entiers à Boston ou à Providence, à dilapider le pécule qui devait leur servir à maintenir la tête hors de l'eau et à assurer la scolarité de Rose. Rose, la perle de sa mère, le joyau. Elle lui aurait tout donné afin de lui garantir le plus bel avenir possible. 4 ans déjà, mais la jeune fille se souvenait de tout, de ses rêves de gosse qu'elle racontait à Hélène, quand toutes deux se levaient sous une couette devant un téléfilm, un paquet de chamallows dans les mains. De ses aspirations à devenir ambassadrice pour les États-Unis, le lundi, infirmière le mardi, actrice le mercredi, et probablement un métier différent pour chacun des autres jours de la semaine. De ses peurs d'entrer à l'université, de se confronter à l'immensité du campus et à la diversité de sa population. Le changement, une véritable épreuve pour une gamine convaincue que rien ne changerait, et que tout resterait comme elle l'avait toujours connu. Vieillir en compagnie de cette mère aimante et attentionnée, de cette femme éternelle, invincible et indestructible. Stuart finit par perdre son travail, répétant à de trop nombreuses reprises des absences injustifiées. Surtout quand il s'agissait de reprendre tôt le lundi matin alors que le responsable de parc d'un grand loueur automobile était sur le parking du Great Boston Gaming en train de cuver des litres de gin ingurgité pour oublier qu'il avait perdu la veille près de 12 000 $ aux machines à sous et autres jeux de cartes. Un poste qui, sans lui offrir d'orgasme professionnel, lui permettait de gagner relativement bien sa vie, au prix d'un engagement et d'une disponibilité régulièrement au-delà du raisonnable. Mais le deal lui convenait, et de ce fait, il était peu à la maison. Donc la fragilité de sa relation avec Rose, qui n'en avait que pour sa mère, comme disaient les anciens, n'était pas réellement un problème pour lui. Jusqu'au décès d'Hélène, à partir duquel il prit en pleine face le fossé qui séparait les deux rescapés de l'équipe. Convaincu que Rose ne l'aimait pas, il parvint à se convaincre qu'il en était de même pour lui. Le prologue terminé, c'était à présent une succession de chapitres violents et incontrôlables qui déferla sur la jeune fille. Des brimades, des insultes, des reproches en quantité astronomique, des coups parfois, et d'autres sévices, souvent. Rose, plongée dans le numéro 7 de son roman photo,
n'avait pas vu le temps passer. Jessie y sauvait une personne âgée qui, ayant inhalé du gaz provenant d'une fuite dans sa maison, avait fait un malaise. Tous les jours, à 19h30, cette dame recevait un appel de sa fille pour discuter de leurs journées respectives. 19h28, l'odeur du gaz se faisait sentir aux alentours. Les pompiers, sur place, cherchaient d'où pouvait provenir la fuite. 19h29. Si le téléphone sonne, l'étincelle du mécanisme de la sonnerie va faire exploser la maison et tuer son habitante. Le beau brun aux yeux bleus lagune arriva, contourna le camion de pompiers, y prit une hache et se jeta sur la porte du transformateur électrique qui alimentait le lotissement. 5, 5, 5. Jessie arracha le cadenas qui bloquait la porte. 32. Il bascula un à un les différents leviers d'alimentation. 28. Le dernier coupa l'alimentation électrique de la maison de la vieille dame. Tiens, son téléphone est en dérangement, se dit sa fille qui ne reçut qu'une tonalité d'erreur au bout du fil. Et Jessie parvint à trouver la maison de la vieille dame, à la sortir et à lui sauver la vie. Coûte que coûte, pour toutes et pour toutes. Scandait le héros comme un cri de victoire. Et si je devais être en danger, Jessie, viendrais-tu me secourir? Viendrais-tu? Rose faisait courir son index le long du menton de son héros. Une larme naquit au coin de l'œil de la jeune fille. Une larme qui coula le long de sa joue et tomba pile sur le front de Jessie. Un soupir, des papillons dans le ventre. Rose, bordel, t'es où? J'ai faim! Le cri de Stewart déchira le silence et pulvérisa cet instant de bonheur qui représentait l'ultime exutoire de sa fille. Les papillons firent immédiatement place à des aigreurs d'estomac, de violentes brûlures qui, régulièrement, la tiraillaient tellement qu'elle se pensait mourir. Et certaines de ces fois l'amenaient à un certain soulagement. Après tout, à qui manquerais-je? Pensait-elle dans ces moments de souffrance. Elle rangea précieusement son roman, sans prendre le temps d'essuyer la petite tache lacrymale qui s'infiltrait à présent dans la fibre du papier. Putain de ça m'ingrate! Faut encore que je gueule pour que tu ramènes tes fesses dans cette putain de cuisine! Hein, bordel de merde! Rose descendait les marches pour bifurquer directement dans la petite cuisine, en restant suffisamment loin de Stu pour éviter qu'un coup ne parte directement dans son ventre. Désolée, papa, je n'ai pas vu l'heure. Je vais te préparer quelque chose qui va... Les pas de ta merde de d'œufs brouillés au bacon! Tu me prends pour un putain de roast beef? Ajoute ça à un sandwich à la carotte râpée et je devrais me mettre à genoux pour te remercier de ta générosité! Les 7 cadavres de Pils avaient eu raison de la vivacité de l'homme, qui frappa dans le vide, avec un temps de réaction ridiculement long. Rose ouvrit le réfrigérateur et en extirpa une barquette de côte de porc, une cellophane avec 2 épis de maïs, et bien évidemment, une bière fraîche. La bière du soir. Pas une Pils. Le rituel de la Duff pour amorcer la soirée. Stewart était appuyé contre le montant de la porte et observait la jeune fille s'évertuer à raccourcir le temps entre la remontrance et le signal du repas prêt à être englouti. Étirer ce temps était vraiment trop dangereux. Les épis de maïs, préalablement blanchis, prenaient une teinte rousse dans une poêle au revêtement écaillé, d'où émanait une odeur de beurre mousse et un bruit de crépitement. Une noix de cette mayonnaise infâme estampillée Aunt Jemina venait coiffer chaque tranche de viande. Une assiette en pyrex brune et des couverts, et la fin du sprint. L'homme s'installa à table. Voilà, papa, comme tu les aimes. S'exprima Rose, la boule au ventre de peur que ce jour-là, ce soir-là, à ce moment-là, ce plat puisse ne pas satisfaire le maître de la maison. Elle posa délicatement l'assiette devant l'homme, se saisit du décapsuleur et ouvrit la bouteille de Duff. Un rituel, c'est sacré. Et un rituel sacré, ce n'est pas dans une canette en métal. Stewart se saisit de la bouteille, en siffla une bonne moitié à gosier pleinement déployé, puis la claqua sur la petite table en formica. Rose était immobile, les bras croisés et les mains sur les coudes, dans une posture de défense, suspendue à l'approbation de Stu. Dans quelques secondes, il mangerait. Et ce pourrait être la fin du calvaire pour aujourd'hui. Elle monterait et regagnerait sa chambre. Elle pleurerait probablement. Elle ouvrirait son manuel d'histoire pour préparer son partiel. Elle se coucherait et, bien entendu, elle ne reverrait pas son géniteur avant le lendemain soir. Ce pourrait être la fin. Stu en décida autrement. Il attrapa Rose par le bras et la força à approcher. Non ! Surprise, elle bascula en avant et manqua de tomber sur l'assiette encore chaude de maïs fumant.
Il l'attrapa ensuite par le cou et la plaqua sur la table. Cette fois en faisant valser le repas hors de son contenant, étalant viande et légumes sur le blanc crasseux de la table de cuisine. Et tout en lui maintenant le visage collé contre le stratifié, ses lunettes écrasées sous son visage, il se dressa et de son autre main, il leva brusquement la robe de sa fille pour lui tirer sa culotte. Papa, non! Non! L'homme commença à lui caresser les fesses. Ta gueule, salope. T'es à moi. Je suis ton père. Tu es à moi. À moi, t'entends, salope? Non, pas ça! Non! Rose se débattait, frappait la table. L'épi de maïs était au bord du précipice, prêt à tomber. La mayonnaise coulait pour former sur le sol une tache aux formes irrégulières. Et l'homme râlait, répétant des Ouais, putain, ouais. bestiaux et atroces. Rose pleurait et l'homme bavait, complètement déconnecté de la réalité. Il retira sa main un bref instant des fesses de Rose pour se saisir de sa braguette et la descendre. C'est à ce moment-là que la jeune fille balança un coup de pied qui atteignit l'homme au bas-ventre. Stewart s'écroula, le souffle coupé par la douleur. À genoux, il tenait son ventre et ses deux mains peinant à reprendre sa respiration. Rose était dans une espèce de flou cotonneux, tiraillée entre paralysie de terreur et convulsions instinctives. Plus de haut et de bas, ni de chaud, et encore moins de froid. Sa main toucha un objet, lisse d'un côté, plus rugueux de l'autre. Elle s'en saisit. Impossible de savoir ce dont il s'agissait. Elle sentait le gras de la viande et de la mayonnaise sur ses cuisses et ses fesses après s'être retournée sur la table. Elle bascula. Fuir? Mais comment? Elle lança sa main vers Stu, sentit une faible résistance, un bruit de succion, rugueux et lisse. Froid, puis chaud. Elle se redressa, contourna l'homme qui sifflait et partit en courant dans sa chambre. Elle y entra en trombe, ouvrant à peine la porte et la refermant aussitôt. 2 tours de clé. Interdit mais indispensable à cet instant. Elle s'effondra sur la moquette. Plus un bruit, hormis son souffle chaotique. Pas de bruit de pas dans l'escalier. Pas d'insulte. Un répit. Rose, terrifiée, les yeux imbibés de larmes derrière ses lunettes tordues, regardait le vieux téléphone fixe sonner. Personne ne l'appelait jamais. Et elle n'appelait jamais personne. Elle aurait presque pu ignorer cette sonnerie inconnue si elle n'avait pas été à quelques dizaines de centimètres de l'appareil. Une seconde sonnerie. Rose se releva, ouvrit le tiroir de sa commode et en sortit une culotte qu'elle enfila, gauchement, tout en ne lâchant pas des yeux le téléphone. Une erreur? Probablement. Toujours aucun bruit en provenance du rez-de-chaussée. Elle hésitait. Elle s'assit. Et si... Elle décrocha. Allô? Allô, jolie belle? Rose ne reconnut pas la voix, mais elle connaissait cette expression. Jolie belle. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Pourquoi une blague, jolie belle? Crois-tu que je puisse te jouer un tour? Je vais raccrocher. Je ne suis pas du genre à jouer des tours. Pas à toi, jolie belle. Tu m'as appelé, et me voilà. Coûte que coûte, pour toutes et tous. Rose resta bouche bée. Ces mots, ces expressions, une seule personne au monde, en tout cas dans le monde de Rose, pouvait tenir ses propos. Et voilà la jeune fille écartelée entre la joie provoquée par l'idée que ce ne soit pas un canular, et la peur que quelqu'un de mal intentionné se cache derrière ces paroles enchanteresses. Rose déglutit, souffla, mais aucun mot ne sortait. Rejoins-moi, jolie belle. Au bout de Driscoll Street, vers le chemin de fer, sous le pont. Je t'y attendrai, et tu verras que ce n'est pas un tour. Rose resta plusieurs secondes avec le combiné contre sa joue. Que vient-il de se passer? Avait-elle rêvé? Était-ce le contre-coup de l'agression qu'elle venait de subir?
Devait-elle rejoindre cette mystérieuse voix? En avait-elle envie? Avait-elle peur? La confusion régnait dans son esprit. Elle posa le combiné sur sa base, puis ses mains sur ses genoux. De longues minutes s'écoulèrent. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à perdre? Rose se leva et ouvrit lentement la porte de sa chambre. Ne pas faire de bruit, surtout. Elle descendit une à une les marches de l'escalier, sur la pointe des pieds. Le palier. Ne pas regarder dans la cuisine. Elle effleura le parquet chaud, humide et poisseux, ouvrit la porte d'entrée et sortit de la maison. Un vent frais battait ses joues et dérangeait plus encore sa chevelure hirsute. Le sol était encore chaud de cette journée ensoleillée. Le froid, le chaud. La plupart des maisons offraient portes et volets clos, même s'il n'était pas si tard. Quelques âmes erraient encore. La promenade du chien, le retour de la salle de sport ou le rendez-vous galant qui s'annonçait. Rose suivait le trottoir côté père. Elle laissait derrière elle sa maison, l'université, le Peabody Diner, et avançait en direction du terrain vague. À une époque, lointaine et surannée, elle jouait dans ce coin. Aujourd'hui, c'était devenu un dépotoir à ciel ouvert. L'un des derniers trains de la ligne régulière passait alors que la jeune fille arrivait en vue du pont. Quelques dizaines de mètres. Juste là. Le train s'éloignait, mais les vibrations des rails résonnaient encore dans le béton de l'édifice. Un pont supportant la voie ferrée, sous lequel pouvait à peine passer une voiture. Une Civic certainement, mais pas ces gros tout-terrain à moteur V8 ou ces vieilles Lincoln des années 60. Et sous ce pont, Rose, seule, avalée par la pénombre, se frottant les épaules, seule, pieds nus, et peut-être trop naïve. Tu es vraiment trop conne. Des larmes suintèrent au coin de ses yeux. Pas de colère. La peur du quotidien avait depuis bien longtemps inhibé la capacité de Rose à éprouver de la colère. Enfin, le pensait-elle. Ou bien n'était-elle plus capable de reconnaître la colère? Pas de colère, mais plutôt un sentiment cannibale. De ceux qui vous rongent de l'intérieur sans rien laisser. Le dépit. Le dégoût aussi. Le chagrin. Et maintenant, se confronter, se plier, accepter, admettre l'inéluctabilité, retourner dans cette machine à laver infernale qui secoue, envoie valser, décolore et recrache une fois que seuls les os restent, ou mourir. Impossible de choisir. Un vrombissement déchira alors le silence mélancolique de cette sombre soirée. Un bruit de moteur furieux et rageur. Une lumière qui caressait le bitume, et 2 phares jaunes qui arrivèrent juste devant le pont. Rose était immobile devant la butte d'inaflo rutilante qui avançait, et sur laquelle se reflétait chaque stratus émaillant le ciel, malgré le peu de lumière ambiante. Les phares s'éteignirent, mais le moteur poursuivit son chant rauque et irrégulier. La jeune fille ne parvenait pas à distinguer clairement le visage du chauffeur. Quelques secondes s'écoulèrent, et la porte du conducteur finit enfin par s'ouvrir. Une silhouette s'extirpa de l'habitacle et s'approcha de Rose. Les quelques rayons de lumière dispensés par le plus proche réverbère tardèrent à offrir à la jeune fille la possibilité de distinguer les traits de l'inconnu. Un pas. Un autre. Un perfecto noir. Un menton carré. Des cheveux bruns. De magnifiques yeux bleus lagune. Mais... Salut, jolie belle. Mon Dieu, Jessie! Oui, tu m'as appelé et me voilà ici avec toi, pour te défendre. Mais... c'est impossible. Rien n'est impossible, jolie belle. Tu l'as voulu très fort. Tu as pleuré sur ton sort. Et cela a suffi à rendre ton rêve possible. Rose, abasourdie par ce qu'elle était en train de vivre, fit un pas timide en avant. Un second, moins timoré, puis plusieurs autres qui se suivirent pour conduire la jeune fille jusqu'au cou de son héros. Elle pleurait à chaudes larmes, remerciant en boucle le ciel de lui avoir permis de vivre ce moment. Ses bras serraient Jessie comme s'il s'agissait d'un adieu. L'adieu à une vie passée, peut-être. Je t'aime, Jessie. Jessie enlaça Rose à son tour,
et tendrement posa sa joue sur les cheveux hirsutes de celle qui, quelques minutes auparavant, se demandait s'il y avait encore la moindre petite raison de poursuivre cette vie. Le temps se suspendit à cet instant. Plus rien n'existait. Plus rien n'avait d'importance. Jolie belle, suis-moi et partons. Tu sais que la nuit est le seul instant que nous pouvons partager. Et d'ici demain matin, nous aurons beaucoup de choses à faire. Et de gens à visiter. Où allons-nous, Jessie? Suis-moi et tu verras. À ces mots, Rose esquissa un léger sourire et, comme ressuscitée, elle acquiesça d'un hochement de tête, contourna l'immense capot de la Buick et s'y installa à la place du passager. Plus jamais comme avant. Plus jamais. Tournait-elle en boucle dans sa tête. Jessie, installée au volant, déplaça le levier de vitesse sur D. Plus jamais comme avant. Le moteur V8 rugit. Plus jamais. Plus jamais, jolie belle. Les pneus crissèrent sur le macadam et la Buick s'élança le long des pavillons endormis. Les réverbères se suivaient et l'alternance de leurs lumières s'emballait à mesure que la voiture prenait de la vitesse. Driscoll Street fut avalée en quelques secondes, si rapidement que Rose n'eut le temps d'y discerner ni la Civic dormante, ni l'éventuelle présence de son père alcoolisé en quête de sa proie. Tout juste eut-elle le temps d'apercevoir quelques reflets rouges et bleus sur les volets au vernis craquelé. La berline fondit sur le Peabody Diner, comme si Jessie prévoyait de le transpercer d'un coup de calandre. Un coup de frein brutal, un coup de volant habile, et la Dina Flow fit un dérapage pour s'engager à tombeau ouvert sur North Street. Le compteur s'affolait, et plus aucun feu tricolore ni panneau de signalisation ne semblait pouvoir arrêter la monture infernale. Rose était silencieuse, apaisée, rassurée, et posait son regard alternativement sur le visage de Jessie, sur ses mains frôlant le cuir du volant sport, sur la tête de mort qui ornait le levier de vitesse, et plus rarement sur la route, qui défilait comme pouvaient le faire les étoiles, quand le Faucon Millennium traversait l'univers à la vitesse de la lumière. Elle n'éprouvait pas la moindre crainte, et se sentait invincible aux côtés de son héros. Elle, qui avait toujours vécu au ralenti, tant les épreuves qu'elle subissait s'éternisaient, se sentait plus vivante que jamais dans la zone rouge du contour de cette voiture noire au liseré couleur sang. Où va-t-on, Jessie? Faire ce pourquoi tu m'as appelé, jolie belle. Jessie sourit et ne dit pas un mot de plus. Mais cela suffisait à Rose. Entendre la voix qu'elle avait tant imaginée. Sentir l'odeur de l'homme qui berçait ses songes depuis tant d'années. Il pourrait bien l'emmener au bout du monde qu'elle en trouverait le voyage trop court. Mais la première halte était bien plus proche. La Buick tourna et s'engagea sur un parking. Juste devant la berline se dressait un gymnase surplombé de l'écriteau O'Neill Stadium. Un nom pompeux pour un simple complexe multisport utilisé principalement par les professeurs d'éducation sportive de l'université, ainsi que par les entraîneurs de quelques équipes de basket de la ville. Jessie gara son bolide sur l'une des places les plus éloignées de la route, sous les arbres, profitant de l'absence d'éclairage. Il coupa les phares et le moteur se tut quelques secondes après. Le silence vint enfin baigner l'habitacle cossu de la berline. La salle de basket, dont le toit en verre se voyait depuis l'extérieur, n'était plus illuminée que par les éclairages verts des issues de secours. Seuls les vestiaires et le bureau des professeurs étaient encore baignés d'une lumière chaude. La double porte d'entrée s'ouvrit et deux sportifs en survêtement sortirent. L'un portant un sac de sport à la main, le second faisant rebondir sur le sol un ballon de basket. Ils disparurent rapidement par le chemin piéton qui conduisait à l'extérieur du complexe. Les vestiaires s'éteignirent dans la foulée. Il ne restait plus sur le parking qu'un van Volkswagen et la Buick. Jessie se tourna vers Rose, la regarda dans les yeux, sourit à nouveau et hocha une fois la tête. Rose lui rendit son hochement. Et tous deux sortirent de la voiture pour s'approcher de la porte d'entrée. L'atmosphère était chargée d'une odeur de transpiration, à laquelle s'ajoutait un subtil relent de plastique et de caoutchouc. Un couloir prolongeait le hall d'entrée jusqu'au loco technique, avec de chaque côté des portes ouvertes menant aux différentes salles, dont le terrain de basket, les vestiaires, la réserve de matériel et les bureaux. C'était d'un de ces bureaux, au bout du couloir, que provenaient les derniers rayons de lumière du bâtiment, les derniers bruits, les derniers signes de vie. Jessie pénétra dans la réserve et s'empara d'une crosse de hockey en salle. Il prit alors la direction du bureau et s'arrêta au niveau du montant de la porte pour observer discrètement la position de sa victime.
Norman Scott, professeur d'éducation sportive. Une espèce de surfeur trentenaire coiffé de dreadlocks désorganisés et ramassé en un paquet hirsute maintenu par une cordelette. Toujours en débardeur, toujours en short hawaïen, toujours bronzé. Le stéréotype du sportif frimeur, exubérant et extraverti. L'homme était penché sur un magazine de matériel de culturisme, plongé dans le brillant du papier glacé sur lequel s'étalaient tenues, cocktails de protéines et merchandising. Jessie entra en poussant légèrement la porte, dont le grincement attira l'attention du sportif et le poussa à s'extirper de son catalogue. Et sans même qu'il ait eu le temps de comprendre, la crosse de hockey s'abattit sur sa tête. Quand Norman rouvrit les yeux, une sensation de nausée l'envahissait, et sa tête le faisait souffrir. La blessure infligée par le coup de crosse saignait d'autant plus abondamment qu'il avait la tête en bas. Dans son champ de vision, le parquet vitrifié du terrain de basket tenait lieu de plafond, et devant lui, à l'envers, se dressait une fille. Norman ne pouvait bouger, ce qui ne tarda pas à le faire émerger de son état léthargique. Eh oh! C'est quoi ce bordel? Eh toi! C'est quoi ce... Eh mais je te reconnais! T'es la binoclarde? Eh, détache-moi! Mate-toi bordel, allez! Rose restait impassible, se contentant de le fixer droit dans les yeux. Norman regarda en direction de ses jambes et constata que ses pieds étaient entravés et reliés par une corde à sauter au panier de basket du terrain principal. Quant à ses deux poignets, du ruban adhésif toilé les maintenait attachés à la barre d'un énorme haltère. La panique ne tarda pas à s'emparer de lui. Oh mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis attaché? Libère-moi putain! T'entends? Oh! Espèce de dégénéré! Monsieur Scott, Rose s'approcha de son professeur, s'accroupit, se saisit de sa touffe de cheveux et approcha la tête de l'homme de son propre visage. trop longtemps à utiliser les termes de binoclarde, de feignante ou de bonne à rien. Trop longtemps à fermer les yeux quand les autres filles cachaient mes vêtements, m'obligeant à revenir en serviette sur le terrain, devant tout le monde. Trop longtemps à ricaner quand elles mettaient mon sac sous la douche et que je devais rentrer chez moi avec des vêtements pleins d'eau et de shampoing. Vous avez toujours pris beaucoup de plaisir à m'humilier, à m'insulter et à fermer les yeux quand certaines venaient vous aguicher pour dissimuler leurs méfaits. Les crottes de chiens dans le bac à sable de saut en longueur, le harnais d'escalade défectueux, tous couverts par votre désir de me voir malmené par les autres élèves. C'est terminé, Monsieur Scott. Rose leva les yeux et fit un geste de la tête à l'attention de Jessie. Le claquement d'une manivelle se fit alors entendre. Norman sentit alors ses membres se tendre peu à peu. Le panier de basket entamait sa remontée. L'haltère demeurait parfaitement immobile sur le sol. L'homme était à présent en complète extension quand Rose leva la main à l'attention de son héros, qui stoppa momentanément le mécanisme. Alors, Norman, vous êtes tendu? Trop de pression, peut-être? S'il te plaît, arrête, je t'en supplie, arrête. Je suis désolé. Je suis désolé, bordel de merde. Je suis désolé. L'homme postillonnait et se mit à pleurer. Désolé. Une auréole naquit au niveau de son entrejambe, et un liquide chaud et malodorant se mit à ruisseler le long de son torse pour lui couler dans la bouche et dans les yeux. Rose observa la scène avec satisfaction. Elle réitéra son signal à Jessie, qui remit en mouvement la manivelle. Norman hurlait à présent, et le panier poursuivait son inexorable ascension. Les épaules du professeur furent les premières à lâcher, dans un craquement de bois mort. Chacune de ses clavicules formait à présent une bosse proéminente, là où devaient se rattacher ses bras. S'ensuivit un genou, puis le second. Les articulations se brisaient au fur et à mesure. Les ligaments ne tardèrent pas à montrer les limites de leur résistance, quand dans un hurlement inhumain, l'une des jambes de l'homme se sépara en deux parties.
déchirant la peau et les muscles dans une éclaboussure de sang chaud et abondant. Le visage de Rose fut aspergé, et maculé. Jessie stoppa le mouvement du mécanisme avant que l'homme ne succombe à ses blessures. Norman gémissait, et sa cage thoracique semblait se remplir de sang, tant il en coulait par sa bouche et son nez. Toutes les articulations avaient cédé, et les tendons étaient déchirés. Jessie s'approcha de Rose, et lui mit dans les mains une lourde coupe. Trophée gagné par la sueur et l'effort. Une coupe de sport universitaire, une coupe de basket. Une lourde coupe au corps ciselé, représentant un athlète en plein dribble et aux pieds en marbre. Rose s'en saisit par le personnage et en asséna un coup au visage de Norman. Son arcade explosa instantanément au contact du bloc de marbre. Puis un autre coup, arrachant une partie de sa joue. Puis un autre, brisant son nez. Puis un autre, et encore un autre. La jeune fille émettait un léger cri de plaisir à chaque contact entre la pierre froide et la tête du professeur. Un lourd coup sur le côté brisa la boîte crânienne de l'homme et répandit sur le sol et sur sa robe rose des éclats d'os maculés de morceaux de cervelle collants. Elle ne s'arrêta qu'une fois la tête de l'homme totalement méconnaissable. Un amas de chair dégoulinant. Rose lâcha la coupe qui s'écrasa sur le sol. Jessie s'approcha et enlaça la jeune fille. Plus d'insultes, jolie belle. Et plus d'humiliation. Ils quittèrent le complexe en laissant derrière eux le cadavre sanguinolent du professeur, entrèrent dans la Buick et, une fois le moteur rugissant, reprirent la route par North Street. Aucun mot ne fut échangé. Ça aurait été inutile, tant Rose était sereine et plus que jamais consciente de son corps, de son âme et de la force enfuie en elle. Jessie attrapa sa main et y déposa un baiser. Le compteur s'affola de nouveau, dépassant allègrement les 100 miles à l'heure. L'aiguille du compte-tours flirtant plus que jamais avec la zone rouge. L'odeur des pneumatiques agrippés au macadam emplissait les poumons de la jeune fille, accompagnée de celle du cuir de la banquette de la Dynaflow. Elle redécouvrait les sensations des stimuli olfactifs et tactiles qui faisaient naître en elle des émotions, des vibrations et une certaine excitation. C'est donc cela, être vivante. Une délicieuse exaltation prit possession de chaque cellule de son corps, et une folle envie d'encore l'envahit instantanément. La course folle de la Buick les conduisait en direction de Jefferson Road, dans un quartier isolé en bordure de ville, à l'extrémité nord de Salem. Une succession de petites maisons construites dans les années 50, et dont la plupart étaient habitées par des familles modestes issues de l'immigration, parquées par ethnie dans des bicoques vieillissantes et hors d'âge. Un macadam fendu, des trottoirs affaissés, des toitures voûtées et des maisons murées. Probablement le quartier le plus pauvre de la ville, hébergeant les habitants les plus pauvres de la ville. Un quartier abandonné par les richesses et les préoccupations électoralistes du maire. Et un quartier gangréné par le trafic de drogue et la violence. Mais une solution de logement à coût modéré pour ceux qui n'avaient pas de quoi s'approcher du port ou de Highland Park et de leurs maisons cossues et spacieuses. La voiture remontait Newcastle Road, passa à toute allure au pied du château d'eau, qui marquait comme un jalon social l'entrée dans la cour des miracles, et pénétra dans Jefferson Road pour s'arrêter devant le numéro 58. Une maison miteuse au jardin en friche et aux murs décolorés. Pas de lumière, hormis les flashs espacés d'un poste de télévision allumé. À nouveau, sans qu'il fût nécessaire d'échanger le moindre mot, Rose lança un mouvement de tête à Jessie qui le lui rendit. Elle attrapa alors la poignée de la portière et sortit de la voiture. Jessie la regardait s'éloigner tapie comme un félin au fond de son siège. La jeune fille suivit l'allée recouverte de pissenlits et de trèfles sauvages pour monter les 3 marches du perron et sonner à la porte. Ed Scolari était mentionné sur la sonnette. La porte d'entrée s'ouvrit. « Hé, mais... Oh putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Entre, dépêche-toi !» Ed jeta un coup d'œil rapide dans la rue et referma sa porte à clé. 2 tours. Rose était dans l'entrée de cette maison miteuse, les bras croisés sur sa poitrine et l'air apeuré, tremblante, les yeux rouges. Ed parcourut le corps de la jeune fille du regard de haut en bas. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, bordel?
Tu es couverte de sang. Tu vas bien? Tu es blessée? Non, monsieur. Répondit Rose avec une voix éraillée, comme si elle avait dû crier de toutes ses forces. C'est horrible. Oh là, calme-toi. Appelle-moi Ed. On se connaît après tout. Je te vois régulièrement au restaurant du campus. Tu peux me tutoyer, aucun problème. Viens ici, on va s'asseoir et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ed attrapa délicatement Rose par les épaules et la conduisit sur le canapé qui trônait au centre du salon, un vieux convertible grinçant à la housse écrue, taché de rouge et de jaune. Il assit la jeune fille et s'installa juste à côté d'elle. Ed était un homme grassouillet, petit, avec de grosses joues et une calvitie bien installée. Sa tenue, caleçon et t-shirt décolorés, ne trahissait pas plus le programme de la soirée que le porno mis sur pause sur son téléviseur. Plusieurs cassettes vidéo traînaient devant un magnétoscope antédiluvien, et peu de leurs jaquettes faisaient référence aux standards de la science-fiction. Il posa une main droite et boudinait sur la cuisse de Rose, à un endroit qu'il choisit relativement éloigné du genou. Alors, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais c'est pas joli apparemment. Tonton Ed va s'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, monsieur. Vous... Chut. Pas de monsieur. Ed, et tu feras très bien l'affaire. Merci beaucoup, Ed. Vous... tu es très gentil. Mais c'est bien normal, ma jolie. On va s'occuper de tout ça. L'homme promenait son regard sur le cou et les épaules de Rose, tout en tâtant à l'intérieur de sa cuisse. Sa langue se promenait nerveusement sur sa lèvre inférieure. Tu ne peux pas rester comme ça, tu es couverte de sang. Et de cette espèce de boue gluante. Oh, tu en as même dans les cheveux. Ajouta-t-il en prenant entre ses doigts une mèche imbibée d'hémoglobine. Ah, tu ne peux pas rester comme ça, voyons. Allons, je vais te laisser aller à la salle de bain. Et tu vas pouvoir t'y laver. Tu vas me frotter tout ça. Et après, on reparlera de ce qui s'est passé. Très bien, Ed, tu as raison. Je me sens poisseuse. C'est une très bonne idée que j'enlève mes vêtements et que je me lave partout. Rose regardait l'homme droit dans les yeux et choisissait avec le plus grand soin chaque mot qu'elle prononçait. Ed se leva et la prit par le bras. Une bosse naissait déjà sur l'avant du caleçon de l'homme. Il ne perdit pas de temps pour escorter son invité dans la salle de bain. Une pièce d'une saleté effroyable et qui nécessitait bien plus d'être lavée que n'importe qui l'utilisant. La moisissure traçait des constellations sur la fibre des murs et les joints de carrelage étaient plus noirs que le charbon. L'odeur d'humidité était asphyxiante et la baignoire, marquée d'une ligne de flottaison marron, n'inspirait rien de plus qu'un abreuvoir à bétail. C'est pourtant là que l'homme se lavait avant de venir distribuer des repas de ses mains nues à une horde d'étudiants affamés, et loin de se douter de ce que pouvaient contenir les traces de doigts dans la sauce de leur macaroni à la crème de parmesan. Rose y entra en premier, permettant ainsi à l'homme de regarder ses fesses. Il se colla alors volontairement à la jeune fille pour la pousser à s'approcher du lavabo. Son érection, quoique peu impressionnante, commençait à trahir l'excitation qui l'habitait. Alors, je n'ai pas de serviette propre ici, donc je te laisse te déshabiller et te laver, et je t'en amène une tout de suite. Vas-y, ne traîne pas. Ed sortit de la pièce en laissant volontairement la porte entr'ouverte, fit 3 pas en direction de la chambre, retira l'émule qu'il portait, et revint sur la pointe des pieds, son sexe déjà lové au creux de la main droite. De la bave coulait de la commissure de ses lèvres, et il débutait avec entrain le très court va-et-vient que lui permettait son phallus sous-développé. Il glissa sa tête délicatement dans l'ouverture de la porte et vit la jeune fille ôter son gilet de laine et le laisser tomber sur le sol crasseux. Elle déboutonna ensuite sa robe grise, bouton après bouton, le tissu s'ouvrant sur sa peau blanche. Ed transpirait à grosses gouttes. Elle passa chacun de ses bras par les manches du vêtement qui glissa lentement le long de ses jambes pour atteindre le sol. Rose était à présent en sous-vêtements, pieds nus. Le cuistot retira à la hâte son caleçon et le jeta plus loin, et ouvrit brutalement la porte de la salle de bain. Il se jeta sur Rose en tentant d'agripper sa culotte. Oh putain, viens là et tonton Ed va s'occuper de toi. Reste là. L'homme prit la culotte de la jeune fille et la lui baissa jusqu'au genou. Rose n'opposait que peu de résistance. Son visage était serein malgré les gestes de son agresseur qui tentait d'insérer son sexe entre ses fesses. Un bruit se fit entendre, juste derrière l'homme qui, bien trop occupé, n'y prêta pas attention. Jessie entra,
enfouit sa main dans le peu de cheveux qui garnissait encore l'arrière de la tête du pervers et propulsa cette dernière contre le miroir fixé juste au-dessus du lavabo. La glace éclata en morceaux accompagnés de gerbes de sang. Jessie recula la tête de Ed et la lança à nouveau sur ce qui restait du miroir. Des éclats tranchants comme des scalpels. Il lâcha sa prise et l'agresseur s'écroula sur le sol en emmenant avec lui les quelques produits qui traînaient sur la céramique ternie du lavabo. Ed était allongé, ventripotent, ridicule, le bas du corps dénudé, le sexe rabougri et le visage entaillé de toutes parts. Assommé, il geignait. Jessie l'attrapa par les pieds et tira son corps léthargique à travers la maison. Rose remonta sa culotte et, un large sourire habitant son visage, suivit le corps qui laissait une traînée rouge sur le sol usé. Une fois le carrelage bruni de la cuisine atteint, Jessie lâcha les 2 pieds de l'homme qui battirent brutalement le sol. Rose enjamba Ed, s'assit sur son torse, les genoux à terre et du revers de sa main, frappa ses joues charnues et tailladées. L'homme émergea rapidement pour enfin pousser des cris à la hauteur des blessures qui découpaient son visage, par endroits jusqu'à l'os. Alors, Ed, voilà qu'on crie? Je te croyais plus discret que ça. Emmène-moi à l'hôpital. J'ai mal, vite. Meuglait Ed, bloqué par la jeune fille et dans l'incapacité de faire le moindre geste. Rose lui asséna un nouveau coup qui ne fit qu'augmenter ses douleurs et a fortiori le volume de ses cris. Ne t'en fais pas, nous allons y aller. Nous allons t'y déposer, mais pas tout de suite. Jusque-là, tes blessures sont plutôt légères, et ça me ferait mal de déranger ces gentilles infirmières pour si peu. Surtout pour un gros porc comme toi. Alors, nous allons discuter un peu. Et après, seulement, nous te traînerons jusqu'aux urgences. S'il te plaît, écoute, on peut s'arranger. Et on oublie, putain. J'ai mal, bordel. Emmène-moi à l'hôpital. L'homme coincé sous le poids plume de Rose peinait malgré tout à reprendre son souffle. Ses lèvres, dont l'une était littéralement coupée en 2, viraient lentement au violet. Jessie fouillait les tiroirs du buffet, jetant par terre des couverts en métal, des spatules en bois, des paquets de cure-dents, une poche à douille, jusqu'à en sortir un rouleau à pâtisserie qu'il déposa sur la table. Il poursuivit alors son inspection et extirpa d'un autre tiroir une grande fourchette à rôti qu'il tendit à Rose. Alors, Ed, si nous en revenions à notre conversation, pas celle de ce soir, bien entendu, mais celle que nous avons commencée il y a 2 semaines. Tu te souviens? Comment ça, tu te souviens pas? Tu es certain? Rose saisit fermement la fourchette à rôti de sa main droite et la planta dans l'épaule de Ed. Il cria de plus belle. Ah, te voilà plus loquace. Oui, c'est bien de cette conversation dont je parle. Ce jour où t'as profité que je me sois fait voler ma carte de cantine et que je sois passé la dernière devant tes bacs de bouffe dégueulasse pour me retenir et me faire des avances. Enfin, des avances. En bon gentleman, tu as su pimenter ta déclaration en faisant tomber mon plateau, en exigeant que je nettoie et en attendant bien sagement que le réfectoire se vide pour venir me plotter les fesses. Ah, Ed, tant de courtoisie. T'as un truc avec mes fesses, c'est fou. D'ailleurs, tu avais un truc entre mes fesses il y a 2 minutes. J'ai oublié de te remercier pour ce moment. Rose retira la fourchette de son épaule et lécha le bout recouvert d'hémoglobine. Puis l'appuya lentement contre la joue de l'homme. Une faible pression. Et les pointes passèrent au travers de la chair déjà affaiblie par de multiples plaies. La fourchette prenait beaucoup de place dans sa bouche et rendait difficile l'élocution. Jessie cessa enfin de remuer tiroirs et placards quand il en sortit un casse-noix. Rose, insatiable, regardait Ed souffrir en souriant. Elle éprouvait un plaisir encore plus intense qu'avec Norman. Cette progression exponentielle ne pouvait qu'attiser sa faim d'émancipation. Elle se leva, libérant la cage thoracique de son bourreau devenu victime, retira la fourchette et la planta juste au niveau de son nombril.
Son ventre gras et distendu fit apparaître des ondulations à la surface lorsque les dents transpercèrent sa peau. Le pire, mon petit Ed, c'est que tout le monde sait pour Patty Winston. Cette gamine que tu as chopée dans ton précédent lycée. Un non-lieu pour vice de procédure, voyez-vous ça? Rose tournait lentement la fourchette. Mais le vice, tu l'as dans la peau, pas vrai? Attends, je te montre. Rose partit en sautillant jusque dans le salon et prit un boîtier de cassette vidéo sur la table basse. Vigor X, les salopes au pays du sexe. La jeune fille revint aussi légère qu'à l'aller et mit la jaquette juste devant le nez de l'homme. Ça ne ressemble pas à un vice de procédure, ça. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons cacher ces petits défauts. Rose attrapa alors à pleine main la fourchette et l'enfonça plus profond encore pour élargir l'ouverture qui naissait entre les deux dents aiguisées de l'instrument de cuisine. Elle n'entendait plus les cris d'agonie de l'homme. Jessie était appuyée sur la table, battant la mesure dans sa main avec le gros rouleau à pâtisserie. Une fois la fente suffisamment grande, et dans une effusion de sang, Rose enfonça la cassette vidéo dans l'abdomen de son agresseur, tout en poussant des cris de jouissance. De ceux que seul un premier orgasme peut rendre aussi convaincant. Une légère auréole naquit sur le devant de sa culotte, trahissant le plaisir immense qu'elle ressentait en punissant ce dangereux pervers. Et voilà, Ed. Ni vu, ni connu. Insoupçonnable. Et quelle sage décision que d'intérioriser tes déviances. Rose consulta l'heure sur la pendule murale. Quoi? Déjà? Que le temps passe vite quand on s'amuse. Mais je vais devoir me dépêcher, avant que mon carrosse ne redevienne citrouille. Et surtout avant que tu ne crèves comme une merde sur ton carrelage. J'avais prévu une autre fin pour toi. Mais laisse-moi un instant. Rose attrapa le casse-noix que lui tendait Jessie, s'approcha du sexe ridiculement rétréci de Ed, coinça l'un de ses testicules dans l'outil en inox et serra de toutes ses forces. Les hurlements devaient à présent se faire entendre jusqu'aux portes du Denver State Hospital. Le suivant subit le même sort. Rose lança ensuite l'instrument sur le sol, regarda Jessie et lui lança un baiser. Ce dernier quitta son poste d'observation pour attraper Ed par sa tonsure et le tirer jusqu'à la porte d'entrée. Rose le suivait. Le beau brun franchit le seuil de la maison et traîna le corps le long de l'allée, pour le laisser tomber juste au pied du pare-choc de la Buick. Il ouvrit le coffre et en extirpa une chaîne et des menottes. La première fut solidement attachée au pare-choc métallique de la berline, les secondes passées au poignet de l'homme, l'ensemble relié par une grosse manille. Ed était à l'agonie. Ses blessures étaient bien trop importantes pour le maintenir éloigné encore longtemps de la lumière blanche au bout du tunnel. Mais avant ce tunnel, Rose lui réservait un dernier voyage mémorable. Elle se mit en voiture, à genoux sur la banquette arrière, retournée, observant le cuisinier pendant que Jessie faisait vrombir le V8, le sortant de son silence. Le levier passa de P à R, puis à N, et enfin à D. Le frein à main descendit jusqu'au plancher, le pied de Jessie se leva du frein pour écraser la pédale d'accélérateur. Aussitôt, la Dynaflo se mit à patiner et décolla de son emplacement. Le macadam rugueux et irrégulier arracha le corps de Ed au fur et à mesure des mètres, comme un papier à poncer au grain immensément gros et abrasif. Au premier virage, le corps inerte roula sur le côté, dévoilant une face sans peau ni chair et avec des os partiellement poncés. Le ventre de l'homme était également arraché, et déjà des morceaux d'intestin suivaient la course folle de la Buick. Une traînée pâle marbrait la chaussée, traçant de sang et de liquide corporel de mystérieux droits et arrondis. La zone rouge. Encore. Une vitesse folle, encore. Et d'un coup, un pied s'arracha de la jambe à laquelle il était relié. Le reste de la jambe suivit rapidement. Un virage, puis un autre. Plus rien au-dessous du bassin. Une embardée, une épaule céda, puis l'autre. Et deux avant-bras pendants seuls aux menottes marquèrent le terme de cette course endiablée. Rose n'en avait pas raté la moindre miette, et s'était même surprise à effleurer de sa main droite le bas de son ventre en admirant la facilité du corps humain à devenir un instrument cathartique à la mélodie douce et sensuelle. Un ballet lascif entre le drapé de la lune et les organes décimés au hasard.
dans de grands effluves de passion et d'hémoglobine. Un sentiment de satisfaction l'emplit naturellement, et elle finit par se retourner et s'asseoir sur le cuir de la banquette arrière, sentant le froid de la matière mordre l'arrière de ses cuisses. Elle souriait. Son regard se porta sur le rétroviseur intérieur dans lequel Jessie la regardait avec tendresse, comme s'il ne lui était pas indispensable de prêter attention à la route pour mener sa chevauchée infernale. La Buick semblait connaître le chemin et deviner les désirs de la jeune femme. Comme une certaine Plymouth Fury modèle 58 l'avait fait avec Arnie, son jeune propriétaire quelque part en Californie, des années plus tôt. Jessie fit un clin d'œil à Rose. Plus d'attouchements, jolie belle. Et plus de sévices. À présent, il est temps d'en finir, n'est-ce pas? Rose n'offrit pour seule réponse qu'un hochement de tête, qui sonnait l'heure de la dernière valse du bal. Et cette valse devait être mémorable, tout comme cette soirée. La berline ralentit à mesure qu'approchait le Saltby Burger. Jessie fit obliquer la Buick vers la droite et entra sur le parking du fast-food le plus à la mode de Salem. Un point de chute pour la jeunesse branchée de la ville. Une bouffe très moyenne, mais de l'alcool servi sans trop se soucier de la question de l'âge. Le parking à cette heure avancée était quasiment vide. Un groupe de garçons discutait devant l'établissement et un couple s'embrassait sur l'un des bancs qui entourait la place. Jessie arrêta la Dynaflo sur le haut du parking, à proximité du conteneur pour les poubelles. Le moteur octait de son ralenti instable. Rose enjamba la banquette pour rejoindre Jessie. Toujours en sous-vêtements, Rose se trouvait belle, désirable, conquérante. De chaque parcelle de sa peau transpirait une nouvelle force, une puissance qu'elle ne savait pas posséder. Jessie la regardait, et la jeune fille lisait dans les yeux de son héros toutes les lignes d'un conte dont elle seule était l'héroïne. Elle y voyait chaque virgule, chaque majuscule, chaque anaphore. Elle sentait les pleins et les déliés. Un conte dont l'histoire la faisait princesse, redresseuse de tort, vertueuse et langoureuse. La porte d'entrée du fast-food s'ouvrit pour laisser apparaître deux jeunes filles, grandes, plantureuses et vraisemblablement éméchées. Rose esquissa un léger sourire. Jessie engagea le levier de vitesse. Les pneus crissèrent. C'est parti. Tiffany peinait à ouvrir les yeux. Elle ressentait une forte douleur derrière la tête et une sensation de nausée. Sa nuque et son dos étaient en contact avec une surface chaude et dure, et ses membres refusaient de répondre à ses sollicitations. Ses poignets étaient également douloureux, mais elle sentait en plus sur eux la morsure d'une matière irritante et rugueuse. J'ai dû m'évanouir, pensa-t-elle, quand enfin l'une de ses paupières daigna s'entr'ouvrir. Une lumière éclairait devant ses yeux. Un réverbère peut-être, mais à la base pendu au ciel étoilé de Salem, et à l'énorme ampoule fluorescente descendant vers le sol. Mais ce que la jeune bimbo pensait être un ciel étoilé n'était en réalité qu'un sol parsemé de graviers, dont certains, de quartz et de silice, renvoyaient à son seul œil de brillants reflets multicolores. Elle ouvrit son second œil, et son cerveau put enfin replacer dans l'espace les images qui lui parvenaient. Elle avait la tête en bas. Tout était à l'envers. Elle tourna sa tête avec difficulté sur la gauche et vit le chrome rutilant d'une calandre automobile, par endroits taché de gouttes d'un rouge carmin. Sur sa droite, un phare allumé à la glace en verre cassée. Elle était allongée sur le dos entre l'énorme bossage du capot de la Buick et son aile avant, lové dans ce creux de tôle, la tête pendant à quelques centimètres du pare-choc brillant. Son corps remuait au rythme des vibrations que transmettait le gros V8 à la mât de pièces métalliques. Ses bras étaient entravés par des cordes reliées aux éléments saillants de la carrosserie, tout comme ses deux jambes. Comprenant la situation et enfin sortie de sa torpeur, Tiffany commença à gesticuler afin de se dégager de ce carcan, jusqu'à voir à quelques mètres d'elle une silhouette accroupie. Le bras levé, puis s'abattant, puis levé, puis s'abattant, à chaque fois accompagné d'une gerbe de liquide inconnu.
Une silhouette dont l'extrême efficacité des phares de la Dynaflow permit de distinguer les détails. Une jeune fille en sous-vêtements. Elle tenait dans sa main droite un marteau et la battait inlassablement. Et devant elle, un corps. Une Stan Smith. Pam ? Au moins une. Car la seconde jambe semblait former avec le bassin un angle improbable, cachant le second pied. Une jupe plissée verte très courte, laissant voir une culotte en dentelle rouge. Un polo de l'équipe universitaire de Bishop Fenwick. Pam ? Pam ! Putain, Pam ! Oh, secours ! Pam ! Putain, Pam ! Le sang lui montait à la tête, amplifiant ses battements de cœur dans chacune de ses tempes. Rose stoppa son mouvement, bras en l'air, et tourna sa tête vers la buick. Son visage était maculé de sang et de morceaux de cervelle. Un sourire large, une bouche entr'ouverte, une langue caressant les éclaboussures d'hémoglobine dont ses lèvres étaient parsemées, et un regard fou, dégénéré, sadique. Elle se leva, laissant apparaître derrière elle le haut du corps de Pam et son crâne défoncé, son visage ravagé et des morceaux de chair éparpillés partout sur le sol. Tiffany hurlait. Rose s'avançait à présent dans sa direction, laissant échapper de sa main le marteau qui tomba lourdement sur le sol. Te voilà enfin réveillé? Il était temps. Tu as raté le meilleur moment du spectacle de ta grande copine, Pamela. La seule et unique Pamela Brown. Ça valait vraiment le coup, tu sais. Et Pam s'est cassé la tête pour nous offrir un final d'une telle qualité. En revanche, elle a tout donné. Je pense que nous allons devoir achever la soirée sans elle. Qu'en penses-tu? Ta gueule, espèce de taré! Tiffany hurlait toujours de toutes ses forces, postillonnant les yeux exorbités. Par contre, tu es beaucoup trop bruyante. Je vais devoir remédier à ça. Rose attrapa à deux mains le crop top de Tiffany et l'arracha d'un geste. Elle en fit une boule qu'elle enfila avec force dans la bouche de sa proie. Tiffany cessa d'émettre des cris stridents, mais continuait à geindre malgré le tissu enfoncé beaucoup trop profondément. Rose lui sourit, satisfaite, contourna l'aile avant de la Dynaflow et longea l'imposante carrosserie pour ouvrir la malle arrière. Elle en sortit un bidon blanc de 5 litres d'un liquide incolore. Sur le côté du contenant, une étiquette blanche avec une multitude de phrases, écrites en petits caractères, et 2 pictogrammes comme on pouvait en voir sur certains produits ménagers. Elle referma le coffre et revint vers Tiffany, dont l'envie vraisemblable était de se défaire de ses liens. À présent, ma chérie, il est temps pour moi de parler. Parce que, jusque-là, c'est surtout toi qui prenais la parole. Et moi, je fermais gentiment ma gueule. Ça a suffisamment duré, tu t'en doutes. Faire la bouffe, repasser le linge, entretenir cette maison de merde et subir en plus tes humeurs, c'est plus possible! Putain! J'en peux plus de voir ta gueule chaque jour! J'en peux plus! De l'écume naissait à présent à la commissure de ses lèvres. Elle s'empara du bidon et en dévissa le bouchon, tout en grognant comme un animal en rut. Jessie était toujours au poste de pilotage de la berline. Et comme pour alimenter la colère de Rose, il donnait des petits coups d'accélérateur, faisant grogner le V8 HEMI, comme s'il projetait de surgir du compartiment moteur pour se jeter sur Tiffany. Rose souleva le bidon, la bouche grande ouverte, déversa une grande quantité de liquide sur la poitrine de la bimbo. Instantanément, les geignements de cette dernière devinrent des hurlements gutturaux, étouffés par le tissu qui remplissait sa bouche. Mais les veines saillantes sur les côtés de son crâne et le long de son cou marquaient la force avec laquelle elle tentait de faire sortir de cette impasse buccale l'expression sonore de la douleur qu'elle ressentait, alors que l'acide sulfurique, concentré, ruisselait le long de son sternum, jusqu'à ses épaules dans un sens et le long de son ventre dans l'autre. Le ruissellement du liquide corrosif créait sur son passage des bulles d'une chair instantanément rongée et creusait des sillons de matière liquéfiée et bouillonnante. Après quelques secondes seulement, se détachèrent de petits lambeaux de peau. L'un des seins de Tiffany se déchira, fondu, et laissa apparaître une masse blanchâtre arrondie et vraisemblablement ajoutée là par un quelconque chirurgien esthétique. Rose posa le bidon sur le sol, approcha sa bouche du second sein de Tiffany, et d'un coup de dent, mordit son téton.
Pas une morsure sensuelle, pas un jeu entre amants, mais une morsure animale, cannibale, de laquelle le sang ne tarda pas à couler. Elle mordit encore, mâchouillant la chair qui lentement se déchirait sous ses incisives, jusqu'à donner un violent coup de tête vers l'arrière, emmenant avec elle l'excroissance ruisselante d'hémoglobine. Rose poussa avec son doigt sa prise dans sa bouche et la goba d'un coup de gorge, sans la mâcher. Les yeux de Rose étaient à présent habités par la folie, quand ceux de Tiffany se révulsèrent de douleur. La jeune innocente, harcelée, violentée, humiliée, riait à cet instant comme rit un aliéné. À gorge pleinement déployée, alternant les silences et les rires stridents, les basses et les aigus, la bave et la sueur. L'acide poursuivait son inéluctable érosion, tandis que Rose reprit en main le bidon et versa les litres restants sur le visage de Tiffany. Le moteur de la Dynaflow prenait des tours, montant et descendant, tirant sur ses supports en caoutchouc. Les traits de Tiffany n'étaient déjà plus, et rapidement, une oreille se détacha. Rose se mit à tourner, le bidon vide à la main. Elle tournait, les bras écartés, les yeux perdus dans le ciel rouge de la vengeance. Je t'ai bien baisé, connard! Je t'ai bien baisé! Et les bielles s'emballaient dans les cylindres colossaux du moteur de la Buick. Jessie appuyait sans relâche sur la pédale d'accélérateur, ouvrant les carburateurs en grand et faisant siffler le compresseur. Rose jeta le bidon au-dessus d'elle, s'approcha de nouveau de Tiffany et hurla. J'ai gagné! Tout en arrachant de ses mains des morceaux entiers de chair liquéfiée sur le buste décharné. Elle arrachait la viande avariée et l'enfonçait goulûment dans sa bouche. Elle mâchait, elle arrachait, elle enfonçait, et le ciel s'écroulait peu à peu. Maculée de sang et de matière organique, elle cracha le surplus de sa bouche et se dirigea côté passager. La porte, le siège, un regard, Jessie déplaça le levier de vitesse. La Buick fit une embardée et démarra pour rapidement rouler à tombeau ouvert, le cadavre de Tiffany comme figure de proue. Le paysage de feu défilait à toute vitesse. Voilà, jolie belle. Plus de méchanceté, plus de violence. C'est terminé. Jessie tourna la tête, regarda Rose dans les yeux. Il lui sourit et mit un coup de volant qui catapulta la Dynaflow dans un majestueux chêne centenaire. La Buick s'écrasa et Rose explosa le pare-brise en le traversant, un énorme morceau de verre se logeant dans sa gorge, tranchant sa carotide. Son corps vola sur plusieurs dizaines de mètres avant de retomber et de rouler sur le sol en macadam, laissant sur le bitume de larges traces carmin. Elle finit sa course sur le dos, l'énorme morceau de verre toujours enfoncé profondément dans sa gorge, laissant éclater aux rayons rouges de la lune les gerbes irrégulières du sang de la vengeance. Un dernier souffle, un tressaillement, la fin. Le 421 Driscoll Street était baigné de lumière bleue et rouge, allant et venant en émaillant les matières, les volumes et les arêtes de nombreux véhicules présents sur la chaussée. La foule, parquée comme une troupe de fourmis cataleptiques, alimentait un brouhaha grave et irrégulier, parsemé d'arpèges à chaque sortie d'un agent de police du domicile de Stewart et de sa fille, la discrète Rose. Une rubalise jaune délimitait ce qui devint à demi-mot la scène du crime. Aucun commentaire, mais la présence de plusieurs voitures de police, de 2 ambulances, d'une Ford banalisée appartenant vraisemblablement à des inspecteurs et d'un utilitaire floqué coroner en disait plus que n'importe quel communiqué aseptisé destiné à calmer la presse locale. 2 silhouettes s'extirpèrent de la Ford. Un homme en costume noir et un second en jeans et t-shirt, un holster trahissant sa fonction. « Putain de merde, Cox, il s'est passé quoi ici ?» lança Martins en regardant la façade délavée de la modeste maison. J'espère que t'as pas trop mangé au dîner parce que le légiste a dit que c'est une véritable boucherie là-dedans. Ouais, pourtant ce coin est plutôt calme. Cox, suivi de près par Martins, pénétra en premier dans l'entrée, où déjà de larges traces d'un sang visqueux maculaient le sol en direction de ce qui semblait être une cuisine. En face de lui, un escalier en bois en haut duquel 3 agents en combinaison blanche étaient affairés à décrocher un corps qui pendait la tête en bas, attaché par les pieds à la balustrade. Martins ne parvint pas à décrocher son regard du cadavre, tant les marques que présentait son corps témoignaient d'une violence inouïe. Le légiste ne tarda pas à rejoindre les 2 inspecteurs, une tablette à la main et le regard froid. Messieurs, Salua d'un hochement de tête le médecin. un véritable carnage, comme vous pouvez le constater. Je vous fais le topo, 20h23, les voisins ont entendu des hurlements provenant de cette maison, suivis de coups en répétition et de cris. 20h45, un appel est reçu au centre de régulation pour une suspicion d'agression.
21h35, une patrouille arrive sur les lieux 50 minutes plus tard. Objecta Hickox. Le légiste releva son regard et observa une courte seconde l'inspecteur par-dessus ses lunettes pour poursuivre. 21h35, une patrouille arrive sur les lieux et les agents frappent à la porte. L'un d'eux confie avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et vu d'énormes quantités de sang. Le médecin indiqua de son stylo la pièce. 21h42, un appel de renfort et d'unité de secours est passé et 2 agents en place fracassent la porte de la maison pour y entrer et retrouver la scène que vous avez devant vous. Et des victimes, autres que celles qu'on descend de l'escalier? Une gamine, la fille, d'après les informations données par les voisins. Retrouvée en haut, dans ce qui semble être sa chambre. Elle a aussi été agressée, Doc? Interrogea Martins. Agressée? Vous n'y êtes pas du tout. Alors, La porte d'entrée était fermée de l'intérieur et aucune trace d'effraction n'a été relevée. je crains de ne pas comprendre, docteur. Lança Hickox. La gamine a été retrouvée dans sa chambre avec un morceau de miroir dans la gorge. Un miroir situé au-dessus d'une commode dans la même pièce. Sa main droite présente une plaie qui pourrait correspondre au morceau de miroir en question. Un suicide? De toute évidence. Et l'autre victime? Ça, victime, vous voulez dire. Pardon? Réagit Hickox avec stupeur. Il reste encore pas mal d'éléments à vérifier pour l'affirmer, mais de toute évidence, l'autre victime est son père. Et nous avons noté une grande quantité de sang et de projections sur le visage et le corps de la jeune fille, qui de toute évidence ne sont ni son sang, ni rien lui appartenant et qui pourraient avoir maculé sa peau et son visage de la sorte. Vous avez vu son père en entrant? Ouais, difficile de pas le voir, vu l'état du mec. Murmura trop peu discrètement Martins. Mes hypothèses sont les suivantes. En l'absence de troisième personne, je conclus que c'est la jeune fille qui a infligé ses blessures à son père. Son visage a été enfoncé à plusieurs endroits à l'aide d'un marteau, brisant une grande partie des os de la face et occasionnant de multiples traumatismes crâniens. Un liquide extrêmement corrosif a été déversé sur le torse de l'homme et a occasionné une nécrose liquéfiante des tissus cutanés sur le haut du corps et une partie de la tête. L'abdomen de l'homme a été ouvert à l'aide d'une lame que nous avons retrouvée à l'étage et, tenez-vous bien, une canette de bière y a été insérée. Et ses testicules ont été broyés par un objet qui n'a pas encore été retrouvé. Et une sangle était nouée à ses poignets. Les articulations de ses épaules étant délogées de leurs emplacements, je pense que la jeune fille a pu y attacher un objet très lourd, dont on ignore la nature, ou alors, et plus vraisemblablement, elle s'est pendue à la sangle pour désarticuler sa victime. Ah mon Dieu, quelle horreur. On a retrouvé le marteau à proximité du corps de la jeune fille, qui était en sous-vêtements, et le bidon de ce qui semblait être de l'acide, non loin d'elle. Sur le mur, nous devons encore le prouver, mais apparemment, en lettres de sang, était inscrit « J'ai gagné ». Un accès de folie? Je veux dire, Hésita Hickox. qu'est-ce qui peut pousser une gamine à agir de la sorte? Je pense que seules les 2 victimes ont la réponse à cette question, inspecteur. Ouais, vous voulez mon avis, Doc? Ajouta Martins. Vous faites fausse route. Comment une gamine aurait-elle pu pendre par les pieds son père qui semble faire un bon quintal? Allez savoir. Vous vous foutez de moi? Une troisième personne, sûr. Je mets $20 sur la table, maintenant. Martins jeta sur le guéridon de l'entrée un billet de $20 qui tomba, froissé, sur un magazine. Un roman photo. Le numéro 8, Le cœur de la nuit. Un vieux roman photo, comme on n'en édite plus. Sur la couverture, une buick roulant sur une longue ligne droite, avec à son bord 2 silhouettes. La tête de l'une sur l'épaule de l'autre. Une lune complice et majestueuse. Un sous-titre. Rose et Jessie, enfin réunis. Rose et Jessie, enfin réunis.